Et bonjour à toutes et à tous, mon nom est Gabriel, je suis professeur de médecine moléculaire à l'Université de Berne et puis je me trouve à Kampala, ici pour le 15e congrès de la Société africaine de génétique humaine. On est juste à côté du lac Victoria. Et puis ici, dans ce congrès, j'ai la possibilité de rencontrer des collègues, des nouveaux collègues. Et aujourd'hui, je désire m'entretenir avec la professeure Rokhaya Ndiaye. Bonjour Rokhaya. Bonjour Hugues. Alors, premièrement, j'espère que tu vas bien, que tu as profité de ce congrès. Absolument. J'ai vraiment profité de ce congrès. J'ai eu à rencontrer beaucoup de collègues, à interagir sur différents topics, vraiment. Tu viens du Sénégal. Quelle est ta formation? Oui. Et donc, ma formation de base, c'est la pharmacie. Et après, je me suis spécialisée en génétique humaine. Donc actuellement, j'enseigne la génétique humaine au niveau de l'université Cheikh Anta Diop à la faculté de médecine, de pharmacie et de déontologie. Et donc tu as étudié la pharmacie initialement à Dakar et après tu as fait un peu un parcours académique? Effectivement, j'ai fait ma formation en pharmacie à Dakar, à la faculté de médecine et de pharmacie. Et ensuite, j'ai eu à me spécialiser. Dans un premier temps, c'était plus vers l'immunologie et l'hématologie, où j'ai eu à faire des certificats à Abidjan, à l'université Houphouët-Boigny. Et de retour au Sénégal, donc l'opportunité de faire de la génétique humaine m'a été offerte. Et donc je suis allée en France, où j'ai fait une spécialisation dans le cadre d'un master et d'un PhD en génétique humaine à l'université de Paris 7. D'accord, donc initialement tu avais une formation de pharmacienne, mais tu étais déjà à ce moment-là attirée par la recherche? Absolument, la recherche m'a toujours intéressée depuis que j'étais petite. Et c'était l'occasion vraiment de poursuivre ma carrière professionnelle. Qu'est-ce qui t'a poussé vers la recherche? Initialement tu as étudié la pharmacie, mais est-ce qu'il y avait des modèles autour de toi, des personnes qui t'ont un petit peu guidé? Tout à fait, tout à fait. J'ai eu des modèles dans ma famille, mais également j'ai eu des modèles dans le cadre de l'université. Dans ma famille, j'ai un frère qui est médecin chirurgien, qui a fait une spécialisation en chirurgie cardiovasculaire. Et dans le cadre de l'université, et en particulier au département de pharmacie, j'ai eu comme modèle le professeur Alioune Dièye, qui est un éminent spécialiste en immunologie et qui a été mon mentor et mon modèle pendant toute ma formation. Et à présent, donc, tu as ton groupe de recherche indépendant, tes projets de recherche à l'université Cheikh Anta Diop? Oui. Oui, actuellement, je dirige le service de génétique humaine au sein du département des sciences biologiques de la faculté de médecine. Je suis avec une équipe, j'ai un assistant qui est passé maître assistant l'année dernière et je travaille avec des jeunes dans le cadre de leur master, mais également des jeunes PhD. Je peux dire, pour le PhD, j'ai eu à former 3 qui ont déjà soutenu leur thèse et il y en a 3 également qui sont en attente de soutenance. Et beaucoup de masters, parce que nous avons mis en place au niveau du département un master en génétique humaine depuis 2018 et qui a eu à former une bonne cohorte de spécialistes en génétique humaine. Et vous faites du service, vous faites du diagnostic génétique pour des patients de Dakar? Oui, on fait du service à côté de la recherche. Le service, par exemple, au Sénégal, tout ce qui est investigation génétique était réalisé à l'extérieur. Et ça coûtait excessivement cher pour les patients. Et il y a un test génétique de base qui est le karyotype, qui est, disons, le test de première intention dans tout ce qui est maladie génétique rare, qui n'était pas disponible. Donc nous avons essayé de mettre en place ce test au niveau du service pour réduire les coûts
et pour améliorer les diagnostics des patients. Donc ce test, on le fait à côté d'autres tests également dans le cadre de pathologie génétique, soit au niveau du service ou dans le cadre de collaboration avec des études à l'extérieur. Donc maintenant que tu es établi là à Dakar, quelles sont les choses que tu as réussi à accomplir dont tu es particulièrement fier? Oui, je peux dire que le fait d'avoir commencé la génétique humaine au Sénégal, parce que quand je suis rentrée en 2004, après mon PhD, ça fait un bon bout de chemin, la génétique en tant que spécialité n'existe pas au sein de notre département. Donc il fallait commencer à construire à partir de rien pour incorporer l'enseignement de la génétique au niveau de la formation initiale. Donc de la première année, parce que quand on est arrivé, la génétique était enseignée uniquement en première année, en association avec la biologie cellulaire. Et donc nous avons pu, avec les autorités administratives, donc revoir le curriculum pour que la génétique soit une matière à part. Et nous avons pu également insérer dans le programme de 3e année de pharmacie la génétique médicale, qui n'était pas enseignée, mais qui était d'intérêt, parce que ces étudiants pharmaciens biologistes qui sortent doivent avoir le basique de formation génétique médicale pour pouvoir intervenir dans les laboratoires. Donc le fait d'avoir pu mettre en place la génétique humaine, disons pour la première fois au sein de notre université, je ne dirais pas que j'en suis fière, mais en tout cas, je pense que c'est quelque chose à laquelle j'ai contribué. Maintenant, tu te retrouves dans cette université. Une chose qu'on relève principalement en Suisse, mais aussi dans certains pays, c'est que dans les universités, le monde académique, parfois, c'est plus difficile pour les femmes de se faire un nom, une carrière, d'être promues. Est-ce que c'est quelque chose qui existe aussi au Sénégal? Absolument. Au Sénégal, je pense que c'est la même chose dans la plupart des pays africains. Les femmes qui évoluent dans le monde scientifique ont beaucoup plus de difficultés au niveau de l'université pour accomplir une carrière universitaire dans le délai, mais également pour pouvoir monter les différents échelons. Et ceci est dû au fait que quand on veut faire de la recherche, il faut avoir le temps, il faut pouvoir se déplacer, participer à des congrès, pour apprendre de nouvelles techniques. Et parfois, avec la responsabilité familiale, c'est parfois difficile pour les femmes. Donc, est-ce que tu vois des changements? Est-ce que les choses évoluent positivement chez vous? Absolument, les choses évoluent parce que les femmes enseignantes-chercheurs sont conscientes des problèmes qu'elles vivent et sont en train de prendre en charge ce problème-là au niveau de la faculté. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, nous avons eu à nous rencontrer pour discuter des problèmes que rencontrent les femmes, mais également de travailler sur un mémorandum qui va être transmis au niveau des autorités pour qu'on essaie de voir quels sont les problèmes et quelles sont les solutions qui pourraient être apportées. Parmi les points qui ont été développés dans ce mémorandum, par exemple, c'est la possibilité d'avoir au sein de l'université un endroit pour faire le nursing des enfants, des enseignants-chercheurs, qui ont parfois beaucoup de difficultés à pouvoir assurer leur charge de famille ou d'entretien de leurs enfants.
Un autre aspect qui m'intéresse toujours, c'est que là, toi et moi, on converse en français, donc nous sommes francophones, on est entouré de collègues qui parlent toutes les langues, mais principalement en anglais. Ouais. Comment est-ce que tu vois la place du français dans la culture académique africaine en particulier? Moi, le français est la langue qui est la plus parlée, je pense, dans la plupart des pays de l'Afrique de l'Ouest. Et au Sénégal, c'est notre langue officielle. Donc, nous parlons français et nous présentons, par exemple, dans le cadre de congrès scientifiques, en français. Tout en sachant que l'anglais est presque devenu la langue dans le monde scientifique. Donc, nous essayons d'allier les deux. Donc, moi, j'ai eu l'opportunité d'améliorer mon anglais pendant mon PhD, parce que j'étais avec un chercheur qui était thaïlandais et qui ne parlait pas français à l'époque, à l'Institut Pasteur de Paris. Et donc, ça m'a permis d'améliorer mon anglais. Plus tard aussi, j'ai eu à faire un postdoc aux États-Unis dans le cadre du programme Fulbright. Et là aussi, j'ai eu à, je ne dirais pas parfaire, mais en tout cas améliorer un peu mon anglais. Donc pour dire que le français reste la langue officielle utilisée dans nos pays respectifs, mais avec cette ouverture vers le monde anglophone. Le Sénégal, comme quasiment tous les pays d'Afrique, mais surtout subsahariens, il y a un haut taux de natalité, donc il y a beaucoup de jeunes. Beaucoup d'entre eux veulent se former, veulent faire des études. Qu'est-ce qu'il faut faire pour vraiment essayer de faire à ce que tout ce potentiel de jeunes personnes, pour finir, profite à l'Afrique et au monde? Je pense que le développement de l'Afrique dépendra de la formation de ces jeunes. Si on prend par exemple le Sénégal, plus de 70% de la population est âgée de moins de 35 ans. Donc c'est vraiment un potentiel pour le développement. Et donc forcément il faudrait les former. Et surtout les inciter à aller vers les sciences. Parce que de moins en moins on se rend compte que les jeunes sont intéressés par la science. Mais il est important de les former, puissent participer au développement de nos pays. Pour les filles, il y a eu des programmes qui ont été développés pour inciter les filles à plus s'intéresser aux disciplines scientifiques. Et ce sont des programmes qui marchent très bien. Bon, un tout grand merci, cher Rokhaya, pour avoir partagé ce moment avec moi, échangé ses idées, parler de ce qu'est la vie d'une professeure à l'Université Cheikh Anta Diop. Merci aussi à vous toutes et pour tous pour nous avoir écoutés. Ce podcast était le deuxième de l'année 2025 et je vous propose de me suivre sur les réseaux et autre part, car je désire partager encore avec vous d'autres rencontres faites sur le continent. Merci. Merci Hugues, ça a été un plaisir de discuter avec toi. C'était partagé et puis donc à toutes et à tous, à tout bientôt.